Vous êtes sur Africa Renaissance TV, vous regardez Entretien Vérité, votre fidélité nous honore. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci d'être avec nous. Notre invité d'aujourd'hui est politologue camerounais. Il est également écrivain parce qu'il vient de mettre sur le marché un ouvrage tout nouveau. Et avec lui, nous décrypterons justement les écrits contenus dans ce livre. Avec lui, nous parcourons également l'actualité au Cameroun marquée par l'élection présidentielle. Aristide Mono est avec nous sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir Romaric, bonsoir à tous vos téléspectateurs. C'est un honneur pour moi d'être à nouveau dans vos locaux pour essayer d'apporter ma modeste contribution dans la dénonciation, dans l'édification des masses. Merci infiniment de répondre une fois de plus à notre invitation. Ça fait plusieurs mois qu'on vous a reçu ici et c'est également un réel plaisir de vous revoir ici sur ce plateau. Le plaisir reste partagé. Merci beaucoup. Alors, vous venez de mettre sur le marché votre livre intitulé La troisième voie, comment déconstruire les régimes éternitaires d'Afrique. Alors, que voulez-vous démontrer dans cet ouvrage? En fait, la troisième voie, c'est la troisième alternative dans la défense des intérêts des masses, la défense des intérêts des populations, dans le cadre strict du contrat social qui intègre à la fois les obligations de l'État vis-à-vis des citoyens qu'on appelle les droits et les obligations des citoyens vis-à-vis de l'État, les obligations de l'État vis-à-vis des citoyens dont les droits et les devoirs. Nous essayons de mettre en lumière un engagement alternatif à celui mené par les partis politiques. On s'est rendu compte que les combats, les luttes menées par les acteurs oppositionnels, que ce soit l'opposition partisane ou l'opposition parapolitique, ont été plombés par l'absence réelle des acteurs alternatifs que sont les membres de la troisième voie, si vous voulez, les membres de la société civile offensive et impactante. La troisième voie s'affirme comme une référence pour le nouvel engagement citoyen et surtout pour l'engagement des sociétés civiles. Depuis le retour au multipartisme dans les pays éternitaires, on a remarqué qu'il y a un certain abandon de la défense des intérêts des masses au seul parti politique, ce qui a fait en sorte que les régimes éternitaires se sentent totalement à l'aise dans ce jeu frontal face aux partis politiques sans qu'il y ait des arbitres ou ceux-là qui devraient normalement jouer le rôle de fusible, à savoir les sociétés civiles. Nous avons pris le soin d'observer le mode de fonctionnement des régimes éternitaires. Ça constitue d'ailleurs le premier arrêt de notre réflexion dans ce livre. Nous procédons à un certain diagnostic des régimes éternitaires. Vous savez, vous ne pouvez pas affronter un système si vous ne maîtrisez pas ses tenants et ses aboutissants, ou du moins son mode de fonctionnement. Vous ne pouvez pas affronter un système si vous ne maîtrisez pas les leviers sur lesquels il repose ses forces, ses différentes forces. Lorsque vous avez une idée de comment il fonctionne, vous avez une idée des piliers sur lesquels il repose, forcément, vous aurez la possibilité de mieux l'attaquer à partir de ces piliers. La troisième voie vous offre un diagnostic clair et détaillé du mode de fonctionnement des régimes éternitaires, tout en relevant, comme je l'ai précisé tout à l'heure, les piliers, les forces, ou si vous voulez, les différentes artères qui constituent la dorsale des régimes éternitaires. À bien vous comprendre, la troisième voie serait les sociétés civiles. Effectivement, après la présentation du mode de fonctionnement et des piliers sur lesquels reposent les régimes éternitaires, nous essayons de procéder à une sorte d'inventaire du travail qui a été fait par les oppositions, les partis politiques depuis 1990, les sociétés civiles depuis 1990. À partir de cet inventaire, à partir de ce diagnostic aussi des oppositions, nous essayons de dégager les limites, c'est-à-dire les manquements
qui ont fait en sorte que ces différents acteurs ne viennent pas finalement à bout des régimes éternitaires. À partir de ces limites, on essaye donc de construire le bien fondé de la troisième voie ou alors la pertinence même de la troisième voie. Donc, elle n'arrive que parce que la lutte menée par les oppositions a connu quelques manquements et l'idée de la troisième voie, c'est de niveler ou alors de venir en aide à ces oppositions. Mais comment construire justement cette troisième voie, Aristide Monod? Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour construire cette troisième voie? La troisième voie repose sur le modèle bottom-up de l'action de lutte, de défense des intérêts des masses. Nous partons du bas. Il faut éduquer les populations. Déjà leur offrir les bases de la citoyenneté, les droits et devoirs, leur offrir des méthodes pour pouvoir exprimer leurs revendications, ou alors comment ces masses peuvent intervenir dans l'action des politiques publiques. Nous proposons également une démarche qui intègre en fait une certaine posture transpartisane, transethnique, parce que vous voyez, les régimes éternitaires ont piégé les partis d'opposition sur le versant des identifications, soit partisanes, soit tribales ou ethniques, de sorte que les dynamiques de mutualisation des forces soient tout simplement vouées à l'échec. Or, avec la troisième voie qui axe en fait la lutte sur les politiques publiques qui sont définies comme ce que l'État doit faire pour le bien-être des populations, en axant la lutte sur la défense des politiques publiques sur le bien-être des populations, il est difficile pour quiconque de pouvoir diaboliser l'engagement des acteurs aux commandes de la défense des intérêts de ces différentes populations. À partir de là, les régimes éternitaires sont sevrés de d'une de leurs armes qu'est en fait la diabolisation ou le cantonnement tribal des différentes luttes menées par les partis politiques. Nous pensons que les sociétés civiles doivent construire une certaine crédibilité en se maintenant au-dessus des considérations partisanes, des considérations ethniques, que les acteurs de la société civile devraient s'investir dans le champ de la politisation des masses, l'éducation citoyenne. Elles doivent également intervenir davantage dans le champ de la protection, de la défense des intérêts des populations. Et la troisième voie dans ce livre est bien détaillée, elle est définie. Nous dégageons dans l'ouvrage les différentes valeurs qui doivent gouverner l'action de la troisième voie. Il y a ces valeurs, il y a l'idéologie, il y a également les acteurs qui devraient normalement conduire l'action de la troisième voie. Parmi ces acteurs, nous avons les médias et leurs professionnels qui devraient s'imposer comme de véritables quatrièmes pouvoirs, qui devraient s'imposer comme des acteurs pertinents du jeu entre les citoyens et l'État, ou du jeu entre les partis qui sont engagés dans le jeu électoral. Nous avons également pris le soin de présenter le rôle des autorités traditionnelles, le rôle des autorités religieuses. Nous présentons le canevas dans lequel devrait normalement évoluer l'engagement de la diaspora, l'engagement des syndicats, l'engagement des leaders d'opinion, l'engagement des intellectuels. Donc chacun de ces acteurs, dans une sorte de cartographie des acteurs ou dans une sorte de sociologie des acteurs, nous présentons quels sont les rôles de tout un chacun, sans oublier la stratégie qui est définie pour contourner la répression, pour contourner les pièges des régimes éternitaires et finalement impulser des dynamiques par le bas. C'est-à-dire que
au lieu de penser au changement à partir du haut, ce qui relève de la méthode des partis politiques, la troisième voie pense plutôt le changement par le bas, l'émulation par le bas. Je prends un cas simple. Si nous avons des citoyens engagés comme nous autres dans les 360 communes que compte le Cameroun, si nous avons ne serait-ce que 10 Aristide Mono dans les différentes communes qui ne parlent pas forcément de Paul Biya ou de son gouvernement, mais qui parlent de la gestion de la mairie, je suis convaincu que à partir de cette émulation dans les communes, on pourra avoir une émulation nationale à même d'égaliser le rapport de force politique qui a été toujours en faveur des ordres dominants. Et à partir de ce travail, nous ne pouvons qu'arriver à ce dilemme qu'on nous pose comme ça aux tendances éternitaires, à savoir soit vous changez, soit on vous change. En clair, pour vous, pour déconstruire les régimes éternitaires en Afrique, il ne faut pas forcément passer par les partis politiques. Pas forcément. Les partis politiques constituent une alternative. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la troisième voie en est également. Donc, si à côté des partis politiques, du travail mené par les partis politiques, nous avons une société civile qui ratisse par le bas, forcément les régimes éternitaires seront acculés et n'auront d'autres alternatives que de changer ou alors se voir débarquer de la tête des États. Donc je crois que jusqu'ici, si on n'a pas connu des alternances à la tête des États dans les régimes éternitaires, si on n'a pas connu une bonne gouvernance dans les régimes éternitaires, c'est parce que les sociétés civiles n'ont pas le poids qu'il faut, n'ont pas été assez offensives, assez impactantes. Et dans la troisième voie, nous estimons même que dans la défense des intérêts des populations, dans la dénonciation, dans la critique, les acteurs de la société civile devraient être plus agissants que les acteurs partisans. Mais comment réussir à le faire? Je prends le cas du Cameroun, par exemple, où on ne permet pas aux partis politiques de se déployer véritablement. Si oui, ce sont peut-être des partis qui sont contrôlés d'une certaine manière. On a une société civile quasi inexistante. Peut-être des voix comme vous peuvent se lever sur des plateaux télé pour exprimer un certain nombre de choses, mais ça vous coûte également vos propos sur des chaînes de télé. Ça vous coûte un certain nombre d'actions pas du tout correctes. Comment, la répression et autres. Comment permettre à une société civile, dans un pays comme le Cameroun par exemple, de se déployer avec autant de musulmans? Je crois que nous sommes tout à fait d'accord qu'il y a une fermeture des circuits d'expression dans les régimes éternitaires, mais reconnaissons néanmoins qu'il y a des ouvertures, ce qu'on peut qualifier d'interstices, qui peuvent être capitalisés par les acteurs de la troisième voie dont parlent les sociétés civiles. Les plus redoutés dans les régimes éternitaires, ce sont les partis politiques. Après viennent les sociétés civiles. Donc les sociétés civiles ont des marges de manœuvre assez volumineuses que les partis politiques. Si je prends par exemple mon expérience à moi durant ces dernières années, vous allez vous rendre compte que j'ai pu mener des actions qui ne pouvaient pas bénéficier d'une certaine mollesse de l'État si elle avait été menée par les partis politiques. Je prends le projet ou l'initiative Inscrivons-nous d'abord. Je suis convaincu que si cette tournée avait été initiée par un acteur partisan ou par un parti politique, le régime de Yaoundé allait déployer toute la machine répressive pour faire obstruction à l'évolution de cette initiative. Alors si on n'a pas été stoppé, c'est parce que de un, le régime n'a pas lu dans notre action des velléités de nuisance à son projet d'éternisation. Le régime n'a pas vu en nous des prétentions électoralistes ou pouvoiristes. Et nous avons donc profité de cette largesse, entre guillemets, du régime éternitaire de Yaoundé
pour pouvoir apporter un plus là où les partis politiques avaient du mal à évoluer. Nous avons pénétré des circonscriptions qui sont souvent présentées comme des socles granitiques ou des no man's land pour le parti au pouvoir. Nous avons pénétré ces zones pour faire le travail que les partis politiques n'arrivent pas à faire dans ces différentes localités. Nous avons aujourd'hui, je reste sur mes expériences à moi, la possibilité de jouer le rôle de marginal séquent. Le marginal séquent, dans la sociologie des organisations, c'est celui qui a la possibilité de discuter à la fois avec le haut et le bas. Nous avons aujourd'hui la possibilité de discuter avec tous les acteurs. Dans le cadre de notre projet Inscrivons-nous d'abord, nous avons été très bien accueillis par les autorités administratives qui ne doutaient de rien. Certaines n'avaient pas, ne trouvaient aucune gêne à faire des photos avec nous. Nous avons également utilisé notre taux d'acteurs de la société civile pour obtenir des discussions avec certains candidats en liste aujourd'hui qui sont présentés comme des espoirs de l'opposition malgré leur background querellable ou interrogeable. Nous avons eu la possibilité de discuter avec des candidats, que ce soit ceux qui sont présentés comme des espoirs, que ce soit ceux qui sont considérés comme des outsiders. Donc notre position nous permet de pouvoir s'attirer un certain nombre de sympathies, nous permet également d'ancrer là où les partis politiques ne peuvent pas ancrer. C'est pourquoi, à partir de notre expérience, nous avons pensé qu'il faut mettre sur pied une dynamique un peu plus communautaire dans le sens de la CEMAC pour essayer d'apporter nos idées, apporter notre expérience afin que les uns et les autres dépassent certaines appréhensions, dépassent certains a priori qui les bloquent dans le déploiement, dans leur déploiement citoyen. Alors, pour mettre fin à ces régimes éternitaires, est-ce que vous êtes un peu appuyé sur le cas des pays de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, comme le Sénégal, où on a une société civile assez active et assez forte qui contribue justement à un changement de régime, comme on a pu le voir il y a quelques années. Est-ce que vous avez pris cela comme Exactement. Déjà, l'histoire des révolutions ou des changements dans le monde entier nous renseigne à suffisance que les dynamiques d'alternance à la tête des États n'ont jamais été portées par les partis politiques. Les partis politiques sont tout simplement appelés à conduire ou à matérialiser les dynamiques de changement. Elles sont impulsées, entretenues, irriguées par les sociétés civiles. J'ai évoqué tout à l'heure les noms de certaines catégories d'acteurs de la troisième voie. Nous avons parlé de la diaspora. Tout le monde sait aujourd'hui que s'il y a eu des aménagements démocratiques au Sénégal, c'est aussi grâce à sa diaspora. On évoque dans le livre le cas des célébrités, que ce soit des footballeurs, que ce soit des artistes. Au Sénégal, on a vu des artistes, des rappeurs du mouvement Y'en a marre. On a vu des artistes comme Youssou N'Dour qui ont intervenu en Côte d'Ivoire. On voit l'engagement de certains reggaemen comme Tiken Jah Fakoly ou alors Alpha Blondy. On a parlé du cas des intellectuels, des universitaires. Qu'est-ce qui a bloqué Macky Sall? Qui a bloqué Macky Sall au Sénégal lorsqu'il a voulu développer des tendances éternitaires à la tête de l'État? Ce sont également ces intellectuels, ces professeurs agrégés qui se sont assis, qui ont sorti une note pour dire à M. Macky Sall que ce qu'il faisait était anticonstitutionnel et risqué pour la stabilité. Donc, vous avez comme ça une pléiade d'acteurs non partisans ou transpartisans, au cas où ils sont même partisans, ils sont transpartisans, transethniques, qui peuvent donc facilement développer
des dynamiques de coalition des masses, pas seulement les coalitions des acteurs politiques, mais coalition des masses, oui. coalition des petits peuples, coalition des tribus, coalition des ethnies, coalition des blocs ethno-régionaux, afin qu'il y ait finalement une seule voix qui va concurrencer celle des régimes éternitaires. Est-ce que vous appelez désormais les peuples à se mettre ensemble, question de chasser tous les dirigeants qui souhaitent par exemple violer les constitutions? Vous voyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le chassement ou tout simplement l'évincement des différentes dictatures à la tête des États éternitaires ne constitue pas la seule modalité de lutte contre les régimes éternitaires. Nous avons évoqué tout à l'heure deux options. Soit les troisième voie mettent la pression sur les régimes éternitaires pour qu'ils procèdent finalement à des changements significatifs, ça veut dire qu'ils changent, soit ces régimes éternitaires changent, soit on leur met la pression pour qu'ils libèrent finalement le plancher. Donc il y a deux options, parce qu'il ne faut pas laisser l'impression que la dynamique de la troisième voie, c'est de mettre en déroute de mettre en déroute les hommes à la tête des régimes éternitaires. Non, les régimes éternitaires sont des systèmes de gestion des États fondés sur le patrimonialisme, fondés sur les bases néocoloniales. Donc, il ne suffit pas seulement de changer les gens à la tête de l'État, mais de changer le mode de fonctionnement des États, le mode de gestion des États. Donc, du moment où on se rend compte que les régimes éternitaires ne veulent pas se transformer en régime démocratique, à ce moment, les acteurs de la troisième voie activent la deuxième option, qui est donc celle du départ de ces différents régimes. Donc, nous ne sommes pas fixés sur une seule option. Il y en a deux et on offre la latitude au régime éternitaire de choisir quelle est l'option la plus agréable pour eux. Mais toujours est-il que la décision revient aux acteurs de la troisième voie, qui jouissent d'une certaine crédibilité parce qu'ils sont transpartisans, qui jouissent également d'une certaine notoriété du fait qu'ils sont ce qu'on appelle les prescripteurs des votes ou tout simplement les donneurs de voix. Nous n'allons pas tout développer dans cette émission parce que l'idée aussi est de permettre aux internautes et téléspectateurs de pouvoir se procurer le livre. Une dernière question pour sortir, par exemple, sur l'actualité autour de votre livre. C'est la dédicace, la préface de ce livre par Simone Gbagbo. Pourquoi son choix particulièrement? Je crois que le choix a été un peu difficile, un peu complexe au regard des difficultés qu'elle a eu à rencontrer, les difficultés qu'elle a eu pendant les mandats de son époux. L'opinion africaine était partagée entre les réflexes autoritaires et la défense d'une Afrique libre, débarrassée des réflexes néocoloniaux. Au départ, le dévolu avait été jeté sur Abdoulaye Wade. Malheureusement, les démarches n'ont pas été assez positives, surtout en termes de temps, parce qu'on avait l'impression que les choses allaient beaucoup traîner. Et après, maintenant, on a pensé à Tiken Jah Fakoly ou Youssou N'Dour, et après on a pensé à l'approche genre, on a interrogé le background de Madame Simone Gbagbo. On s'est rendu compte que au-delà d'être l'épouse d'un ancien président ou ex-épouse d'un ancien président, elle est d'abord une syndicaliste dans l'âme. Elle est une actrice de la société civile dans l'âme. Donc elle est totalement différente de certaines épouses des chefs d'État des régimes éternitaires qui servent
généralement de bouquets de fleurs aux côtés de leur mari, ou alors qui sont beaucoup préoccupés par des actions plus ménagères ou maternelles, femmes au foyer, ou veuves joyeuses, ou femmes joyeuses. Donc, Madame Gbagbo, c'est d'abord une engagée, une engagée de la société civile et une engagée politique. Et je crois que la transaction intellectuelle avec elle a été très fluide et elle a été très ravie d'apporter sa contribution à la rédaction de cet ouvrage qui ne parle pas d'une vie privée, qui ne parle pas d'un système particulier, mais qui élabore d'une manière un peu plus scientifique les références d'une action citoyenne, d'une action de la société civile assez pertinente, tout en dégageant les stratégies qui doivent faire l'objet d'une certaine réappropriation afin que nous ayons, aux côtés des partis politiques dans les régimes éternitaires, désormais des sociétés civiles offensives et impactantes. Alors, on a vu dans l'actualité beaucoup de Camerounais demander des séances de dédicace de votre livre. Est-ce qu'il y en aura? Vous allez organiser peut-être dans d'autres villes du Cameroun, peut-être dans la diaspora. Est-ce qu'il y en aura? Et où est-ce qu'on peut se procurer ce livre? Déjà, ce que nous avons fait l'autre jour à la librairie des Peuples Noirs, c'était tout simplement l'annonce de la sortie officielle du livre. Donc, rien à voir avec une conférence de presse, c'est un point de presse, rien à voir avec une conférence de presse, rien à voir avec une cérémonie de dédicace. Pour le moment, nous voulons permettre aux Camerounais de se procurer l'ouvrage, de le lire méticuleusement, afin que le moment venu, qu'il y ait donc des rencontres dans les 10 régions du Cameroun, dans les différentes diasporas camerounaises ou africaines, avant maintenant de penser comment se projeter dans les autres États qui croupissent sous le coup des régimes éternitaires. Et là, ça sera un moment important de pouvoir donc discuter, de pouvoir exposer, de pouvoir défendre les idées de la troisième voie et pourquoi pas irriguer davantage cette forme d'engagement citoyen que nous prenons et que nous voulons plus déterminant que celui des partis politiques. Ce n'est pas une logique de concurrence, mais tout simplement, c'est pour dire tout simplement aux citoyens que si vous ne voulez pas vous engager dans les partis politiques, vous avez une ouverture qui nécessite d'ailleurs plus d'engagement que si vous vous attachez les services des partis politiques. Alors, où retrouver le livre justement? Où peut-on le retrouver? Le livre aujourd'hui est disponible sur Amazon. Amazon Canada, Amazon États-Unis, Amazon Belgique, Amazon Grande-Bretagne, Amazon Allemagne, Amazon Espagne, Amazon Italie. Le livre est également disponible dans plusieurs librairies de notre pays, la librairie des peuples noirs montée SNI ici à Yaoundé, et à Douala, vous pouvez aller du côté de l'Ipakam, à Kwa Boulevard Amadou à Idjo, vous pouvez aller du côté de Ange Raphaël, la librairie Perspective horizontale. Du côté de Garoua, il y a l'Institut Monts et Plaines qui est au niveau du carrefour prison de Marois, autant pour moi, Marois, Monts et Plaines, carrefour prison. Du côté de Ngaoundéré, vous avez la librairie du savoir. Du côté de Bafoussam, vous n'avez qu'à vous rapprocher du personnel de la radio Tropical FM, donc à Tropical FM face Congelcam quartier Tamdia à Bafoussam. Donc nous allons évoluer d'ici la fin de cette semaine du côté de Garoua à Bertois. Vous avez les établissements Rigaud en face de l'agence MTN. Donc au-delà de ces différents points de distribution, vous pouvez commander en ligne votre ouvrage. Si vous êtes au Cameroun, nous allons faire des efforts de vous l'acheminer de manière gratuite en appelant
tout simplement au 697 95 25 59 Oui. ou alors au 673 82 51 99. Le livre coûte seulement 10 000 francs CFA. Au départ, et c'est ce qu'on a signalé d'ailleurs au ministère des Arts et de la Culture, la direction du livre, le prix est de 14 000 francs CFA. Mais après, on s'est rendu compte que nous avons un choix à faire. Soit on veut se faire de l'argent pour essayer de rattraper les investissements consentis, soit on veut vulgariser les connaissances, les contenus de cet ouvrage. Ce qui nous a semblé un peu plus pertinent, un peu plus porteur, c'est la vulgarisation. Du coup, on a ramené le prix à 10 000 francs, mais le prix officiel, c'est 14 000 francs. Mais comme nous sommes des en bas d'en bas, nous prenons en compte la petite bourse des en bas d'en bas. On peut dire que vous subventionnez. Effectivement. À 4 000 francs CFA, effectivement. L'ouvrage pour le ramener à 10 000 francs pour qu'il soit accessible. Effectivement. Et en plus de cela, nous dépensons, nous prenons de notre argent pour supporter les coûts d'expédition. Oui. Alors je me dis, si je l'ai fait avec les t-shirts dans le cadre du projet Inscrivons-nous d'abord, je ne sais pas pourquoi est-ce que je ne le ferai pas dans le cadre de la vulgarisation des connaissances contenues dans cet ouvrage. Merci Aristide Monod. Je rappelle une fois de plus à nos internautes et téléspectateurs de vous procurer ce livre. C'est effectivement parcourir son contenu pour comprendre les idées partagées par Aristide Monod. Revenons à l'actualité politique camerounaise qui est marquée par l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Dans quelques semaines, les Camerounais iront au vote, mais une actualité vient de toucher le Cameroun et même la communauté internationale. C'est la sortie de Brenda Biya, la fille du président Biya, qui appelle clairement à ne pas voter pour son père. Comment est-ce qu'une sortie pareille peut être interprétée? Je crois qu'il serait aussi pour un souci d'équilibre d'évoquer également le démenti. Je ne sais pas si il a été et s'il a déjà été authentifié autant pour moi. Mais toujours est-il que pour moi, la deuxième sortie... Dans une vidéo, quelques jours après... Pour moi, la deuxième sortie, c'est tout simplement une mécanique de sauvetage ou tout simplement une mécanique d'atténuation ou de réparation de quelque chose qui a sonné dans le tympan de l'ogre dominant comme une abomination. Oui. Mais toujours est-il que pour nous autres, le plus important, c'est le premier message qui était beaucoup plus sincère, qui relevait de ce qu'elle pensait. Je crois que la sortie de la fille du président met en avant une certaine revanche familiale et aussi une revanche politique, revanche familiale, dans la mesure où on verrait dans cette sortie une certaine dénonciation de ce qu'on peut qualifier d'irresponsabilité parentale ou d'incompétence parentale, deux notions chères aux psychologues qui ont toujours pensé que les écarts observés chez les enfants peuvent découler de ces deux dynamiques, l'irresponsabilité parentale et l'incapacité parentale. L'incapacité parentale, c'est en fait le déficit observé chez les parents à pouvoir encadrer les enfants. Ça veut dire qu'il manque de compétences pour encadrer un enfant. Ils ne savent pas élever un enfant. Ça, c'est l'incapacité parentale. Et l'irresponsabilité parentale relève du fait que les parents peuvent revendiquer une certaine compétence, une certaine volonté d'ailleurs pour élever les enfants. Seulement, il manque de volonté. Ils ont la compétence, mais il manque de volonté, ils sont de mauvaise foi, ils abandonnent comme ça leurs enfants, pourtant ils ont la possibilité, les capacités pour pouvoir bien les élever. Il y a également la revanche politique, parce que Brenda se considère comme une victime du système. Oui. Il ne s'agit pas seulement d'une accusation à l'égard des parents, c'est une accusation contre le système, parce que dans ses différentes sorties, elle
elle convoque des acteurs qui ne sont pas forcément membres de sa famille, même si elle peut utiliser des termes paternalistes pour atténuer en fait les relations assez tendues entre ces différentes personnalités. Mais toujours est-il que on ne peut pas facilement justifier le fait qu'il y ait à chaque fois des noms des apparatchiks du système dans les déboires purement privés de Brenda Biya. Donc, elle se considère comme une otage du système, une victime du système, une sacrifiée du système politique. Et aussi, elle dégage de temps en temps des relents d'une certaine revanche politique par procuration. Ça veut dire qu'en regardant la situation des Camerounais de temps à autre, il lui arrive de pouvoir développer une certaine compassion. Et je crois que ce sont ces deux dimensions d'analyse qui doivent être considérées dans la compréhension du phénomène Brenda Biya. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui devrait intéresser les Camerounais, ce n'est pas forcément la trajectoire de la fille, ce n'est pas forcément sa vie privée, mais la pertinence de ses déclarations. À quoi cela renvoie au juste? Pour faire simple, Oui. est-ce que ce que Brenda a dit est pertinent? Oui. Est-ce que ça vaut la peine? On répondra tout simplement par l'affirmative, en disant qu'il y a une nécessité de voter pour tout le monde le 12 octobre, sauf pour son père, Paul Biya. Elle a bien fait de ne pas désigner qui devrait finalement bénéficier de ce vote contre son père. Mais toujours est-il que pour un Camerounais qui vit la misère, que ce soit de manière personnelle ou par procuration, il est difficile d'accorder encore une once d'attention électorale à M. Paul Biya. Donc, je crois que nous sommes tout à fait d'accord avec Brenda Biya. Nous prenons en compte sa première sortie. La deuxième, on s'est dit, c'est sous la pression des réseaux ou tout simplement de ses parents. La sincérité réside beaucoup plus dans sa première sortie. Parce que justement, dans la deuxième, elle dit qu'il ne faut pas prendre ses propos en considération. D'ailleurs, elle ne connaît absolument rien de la politique. Vous avez le sentiment qu'on lui a tapé sur les doigts? Exactement. On connaît comment le système fonctionne. Vous avez souvent vécu des situations où on amène des hautes autorités. Le professeur Agrégé a assez de dire en public parce que la branche fondamentaliste estime que l'autorité en question est allée au-delà de ce qu'on attendait d'elle. Dans le cas concret, vous avez des rectificatifs qui sont apportés de manière publique par d'autres apparatchiks. Je vais prendre deux cas simples. Le Premier ministre, chef du gouvernement, estime que le dialogue sera inclusif. Tous les acteurs seront appelés à la table du dialogue. On parlera après, de tout, même de la forme de l'État. Voilà, jusqu'à la forme de l'État. Mais quelques heures après, vous avez un autre apparatchik qui vient mettre en déroute tout ce qu'a dit entre guillemets son chef, le Premier ministre. Je prends également le cas de la sortie d'Emmanuel Sadi, qui estime que la probabilité pour que le président de la République soit candidat en 2025 est de 50-50. Après quelques heures, on a une sortie expéditive sur les antennes du même média du ministre Jacques Famondongo qui vient contredire, qui vient apporter un démenti. Donc, il y a dans cette deuxième sortie de Brenda quelques relents ou, si vous voulez, quelques gestes de manipulation de la fille. On ne sait pas quelle a été la contrepartie, parce qu'il faut aussi dire qu'avant qu'elle ne fasse la sortie, avant qu'elle ne s'exprime de manière sincère,
il y a eu probablement ou certainement quelque chose ponctuel ou conjoncturel qui n'a pas marché entre ses parents et elle. Mais toujours est-il que, comme je le disais tout à l'heure, le plus important pour nous, c'est de comparer les deux vidéos et de voir parmi les deux laquelle fait transparaître le sentiment réel de la fille du président. Justement, vous avez évoqué un ministre tout à l'heure qui est allé sur un plateau de France 24 parlant justement du grand dialogue national et en mettant, je vais dire, en battant en brèche les propos de son patron. Il s'agit du ministre de l'administration territoriale qui, il y a quelques heures, dans un point de presse, a une fois de plus eu un ton assez particulier vis-à-vis des acteurs politiques en course l'élection présidentielle, estimant qu'il n'y aura pratiquement pas de revendications après l'élection présidentielle. Les revendications doivent se faire dans des cadres normaux. Il ne faudrait pas appeler les gens à descendre dans la rue et un certain nombre de choses. Alors, un discours que beaucoup estiment véritablement maladroit parce qu'au sortir de là, on aurait le sentiment qu'il est clairement en train de dire que si on décale le président bien vainqueur, personne ne devrait respecter. Comment avez-vous vécu cela quand vous avez vu son discours? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je crois que ces états d'âme ou ces émotions relèvent désormais de l'ordre de la banalité. C'est-à-dire ça veut dire qu'il est dans son élément habituel et ça ne surprend personne, donc il n'y a pas de nouveau dans sa posture. Il est clair que pour des tenanciers de la branche fondamentaliste, le discours doit rester constant, la véhémence doit rester constante, l'agressivité doit rester constante. Mais ce qu'ils doivent savoir ou retenir, c'est que on ne contrôle pas l'émotion d'un peuple, on ne contrôle pas la rationalité d'un peuple. Et la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple à travers parfois ses représentants. Il doit savoir que la démocratie ne définit pas des modalités exclusives d'expression des états d'esprit, des états d'âme ou des émotions des peuples, des populations. Il est clairement indiqué dans notre constitution qu'on peut manifester. Le droit à la manifestation est un droit consacré aussi bien par les textes locaux que par les textes internationaux, les chartes. Donc, qu'on ne laisse pas l'impression, autant pour moi, que manifester relève de l'anticonstitutionnalisme ou de l'antirépublicanisme. Cette manière de parler à chaque fois, avec beaucoup de menaces, avec l'envie de mettre des personnes en prison, est-ce que dans un État normal, des discours pareils devraient se tenir, surtout dans un État dit démocratique? Je crois que le problème ne se pose pas en termes de normalité. Oui. Parce que face aux poissons fumés, poissons secs, il faut tout simplement attendre leur effritement. À chaque fois qu'on veut les brutaliser ou tout simplement on veut les regresser. Donc, le jour où le peuple camerounais va décider de regresser les poissons fumés de Yaoundé, ils vont se fracasser. Ils vont se fracasser. Donc, ça ne sert à rien de rentrer dans leur jeu. Il faut continuer à éduquer les masses, à rappeler aux masses quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs. Je crois que les fondamentalistes, comme d'habitude, ont déjà les résultats du scrutin du 12 octobre. Du 12 octobre. Mais ce qu'ils redoutent, c'est tout simplement l'acceptation de ces résultats biaisés, fabriqués par la population. C'est pourquoi ils veulent l'amener
dans le champ qu'ils semblent maîtriser, le champ qui leur est favorable, le champ entre guillemets de la légalité ou du gros-plan du juridisme. Pourtant, on est en situation d'usage politique flagrant et grossier du droit. On tente de vous embarquer, de vous encastrer dans quelque chose qui, de façade, semble relever du droit, mais qui, au fond, s'affirme beaucoup plus comme une utilisation politique du droit. Oui. Donc, une chose est de gagner Biya dans les urnes, une autre est de lui faire accepter sa défaite. Vous pouvez bien gagner Biya dans les urnes et il n'accepte pas sa défaite. À ce moment précis, on vous demande de faire confiance à ceux qui aident Paul Biya à ne pas accepter sa défaite au nom de la républicanité, au nom du droit. Or, lorsqu'on est effectivement soucieux du droit et de son application, on fait des efforts de respecter le canevas juridique qui a été défini pour un jeu électoral transparent, libre et juste. Lorsqu'on est soucieux du droit, on s'arrange à ce que les institutions en charge d'organiser et d'arbitrer le jeu électoral soit crédible, soit impartial. Oui. Mais du moment où vous tordez le cou au droit, vous privatisez les institutions, vous les mettez au service de vos réflexes d'éternisation au pouvoir. À ce moment précis, vous voulez tout simplement conduire le peuple dans votre enclos ou dans votre abattoir pour aller l'étouffer sur le terrain du droit biaisé ou du droit contrôlé. Je crois qu'aujourd'hui, pour nous, il faut laisser le peuple s'exprimer. Le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple, signifie tout simplement que c'est le peuple qui décide du comment il doit défendre ses intérêts lorsqu'il réalise qu'ils sont marginalisés ou alors ces droits sont entamés suffisamment par des acteurs malveillants. Il n'y a pas une modalité exclusive d'expression des intentions ou des états d'âme du peuple. Il faut que les acteurs politiques de Yaoundé comprennent que le peuple finira un jour par se libérer. Et dans le cadre du contrat social, il faut insister dessus, dans le cadre du contrat social, les théoriciens disent que le citoyen donne une partie de ses libertés. Une partie de ses libertés aux léviathans, aux dirigeants, aux gouvernants. La liberté de les diriger, la liberté de gérer les ressources, la liberté de pouvoir assurer leur sécurité. Une partie. Alors, pourquoi le citoyen reste avec l'autre partie? Parce que le citoyen donne une partie. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne donne pas l'autre partie? Il ne donne pas l'autre partie parce que cette partie lui permet de contrôler les abus ou d'arrêter celui à qui il a donné la première partie. Oui. Alors, du moment où le peuple camerounais a donné une partie de ses libertés à Elekam, au Conseil constitutionnel, au gouvernement, afin de lui permettre de choisir de manière libre, si ce peuple se rend compte que ces libertés sont utilisées de manière anarchique ou contre lui, à ce moment, ce peuple peut donc activer la liberté qu'il n'a pas donnée à ses gouvernants, à Elekam, au Conseil constitutionnel, pour rappeler les uns et les autres à l'ordre. Moi, je crois que si les gens se lancent de manière précipitée, je crois que c'est quand même tôt.
c'est tôt de s'engager dans ce type d'action préventive, dans ces accusations péremptoires, très hâtives. Est-ce que ça cache, par exemple, ça cache, par exemple, une idée selon laquelle c'est clair que le président bien peut perdre cette élection, mais que personne ne parte dans la rue revendiquer? Lorsque vous êtes convaincu que les choses vont se passer de manière normale, que l'ECAM va publier une liste des candidats retenus sans parti pris, lorsque vous êtes convaincu que le Conseil constitutionnel va dire le droit accessible à tous, le droit qui va pénétrer les cerveaux de tous, y compris les plus bas des en bas d'en bas, est-ce que vous avez besoin de militariser tout le pays 3 semaines avant ou des semaines en avance? Vous n'avez pas besoin de cela. Vous ne pouvez le faire que si vous êtes convaincu que les décisions qui sortiront des chapelles de ces deux institutions relèveront en fait d'un règlement de compte politique ou d'une forfaiture, ce que nous avons qualifié de gangstérisme d'État. Ce n'est qu'à ce moment. C'est comme quand vous vous promenez dans les rues de Yaoundé, ayant la conscience tranquille que vous ne devez rien à personne. Est-ce que vous allez vous entourer de 1000 gardes du corps, de 5000 gardes du corps? Du tout. Alors, si vous voyez un président, un ministre, chaque fois prendre en considération de manière méticuleuse sa sécurité, c'est parce qu'il est convaincu qu'il a des ennemis en quantité commerciale dans les rues ou dans les quartiers. Oui. Est-ce qu'un président de la République qui est vraiment populaire a besoin de toutes ces gardes? Aux États-Unis, pas que les présidents ne sont pas gardés, ils sont gardés, mais il n'y a pas le protocole dissuasif. Est-ce que vous avez déjà vu à l'occasion d'une balade de Donald Trump ou d'Emmanuel Macron des gens qui ont qui ont les camisoles, les militaires qui sont postés à chaque 50 mètres, ou alors j'avais assisté à quelque chose d'inimaginable en 2016 ici à Oja, où à l'occasion d'une sortie du président de la République pour l'aéroport, on nous avait parqué quelque part derrière la gendarmerie et on était à 10 mètres de la chaussée et derrière la gendarmerie, mais le militaire a quand même pris le soin de nous pointer l'arme dessus. On dirait qu'on était des agents très dangereux. Donc j'étais avec les mamans qui avaient leurs petites marchandises et tout. Donc vous voyez que si on commence déjà à menacer les populations, engager une action préventive alors que nous ne sommes que dans des échauffements, ça signifie qu'il y a quelque chose qui se prépare, et aussi ils ont déjà pris la pleine mesure de l'engagement du peuple camerounais à surveiller ses votes, à défendre ses votes. Ils ont également compris, parce qu'avant, les consultations entre ceux qui sont présentés aujourd'hui comme les espoirs, oui, et le professeur Maurice Kamto, le ministre de l'administration territoriale, était dans son coin. On l'a même oublié, on n'a même pas su qu'il était encore dans ce pays. Mais curieusement, dès qu'il a senti que Maurice Kamto revient dans l'affaire, la menace est devenue plus pesante dans leur cerveau, dans leurs esprits, au point où ils ont compris que non. Si ce monsieur revient encore dans cette affaire, ça veut dire que la décision du Conseil constitutionnel ne l'a pas finalement neutralisé. Alors, est-ce que le retour de Maurice Kamto aujourd'hui dans le game peut être plus redoutable qu'avant le rejet de sa candidature? Exactement. Je l'ai beaucoup expliqué ces derniers temps pour dire que je suis convaincu que le régime de Yaoundé est en train de regretter ce choix d'éliminer la candidature du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pourquoi? Je le dis parce que
Avant la forfaiture, le gangstérisme d'État au Conseil constitutionnel, la polarisation du jeu électoral de 2025, du 12 octobre 2025, se jouait entre partis politiques. MRC, parti d'opposition, et RDPC, parti au pouvoir. Avec l'élimination du professeur Maurice Kamto, il y a eu, dans un premier temps, une certaine reddition, une certaine défaite psychologique, mais avec le temps, les uns et les autres se sont remis du coup et ils sont devenus plus qu'engagés. Engagés, non pas parce que il y avait un parti politique à même de pouvoir atteindre les objectifs recherchés par le professeur Maurice Kamto et le MRC, mais parce que ils ont vu une alternative à même de pouvoir compenser le vide laissé par le MRC, le parti politique. Et là, l'alternative n'est plus seulement politique ou partisane, c'est une alternative ethno-régionale, suivant le gentleman agreement de l'axe nord-sud. Il y a eu une redéfinition en fait de l'axe de lutte ou une redéfinition de la polarisation du jeu électoral. Le jeu électoral ne pose plus deux partis politiques, il oppose désormais deux blocs ethno-régionaux avec un bloc qui est un peu émasculé parce que une partie de ces sociétaires est en train de faire allégeance au bloc ethno-régional nord et ça devient très compliqué. Ça veut dire quoi en langage simple? Si Maurice Kamto était resté dans le game, le régime allait avoir affaire à un seul parti politique redoutable. Le régime allait avoir affaire à un seul homme politique, bon, accompagné de quelques acteurs de l'APC. Le régime allait compter sur des larrons. Ça veut dire des partis qui pouvaient venir jouer les troubles faits pour atténuer la frontalité de la lutte. Or, dans le cadre de la définition de l'axe de lutte nord-sud, ça devient difficile parce qu'il n'y a plus de larron. Il n'y a plus de larron. Le larron aurait pu être le bloc ethno-linguistique anglophone qui pouvait venir intervenir et dire que, ok, la bagarre, mais avec atténuation. Or, le bloc anglophone est aujourd'hui démantelé, paralysé par la crise sécessionniste. Alors, il reste deux blocs sociologiques qui vont donc s'engager de manière frontale. Et il ne faut pas se leurrer. Le vote dans notre pays est d'abord communautaire, même pas dans notre pays, même ailleurs. Vous avez aux États-Unis le vote hispanique, le vote des minorités noires, le vote des immigrés. Donc, il y a toujours des approches identitaires dans des alignements électoraux. Et le Cameroun évolue dans cet environnement. Regardez les bases des partis politiques au Cameroun. Vous prenez l'UDC, vous prenez l'UPC, vous prenez le RDPC, vous prenez le MDR, vous prenez le PCRN, vous prenez le MRC également. Vous allez voir qu'il y a des affinités communautaires qui gouvernent les choix des partis politiques ou des actions partisanes. Alors, si on rentre, on revient sur la nouvelle définition de l'axe de lutte, ça veut dire nord-sud. À ce moment précis, vous avez trois grandes régions qui revendiquent une population qui, ces dernières années, a manifesté une envie
de repositionnement dans le champ politique en puisant dans ce qu'on peut qualifier d'aïdioïsme, c'est-à-dire le retour du pouvoir dans le Grand Nord, des idées ou des projets portés par des acteurs comme Guibaï Gattama. Alors, ce sont des années de réflexion, ce sont des années de préparation. Et aujourd'hui, l'élimination du professeur Maurice Kamto s'affirme comme une offrande pour les tenanciers de cette polarisation de la lutte. Et vous avez deux fils du Nord, Issa Chiroma et Bello. S'ils coalisent, ça devient plus grave. S'ils ne coalisent pas et que le peuple finit par choisir son candidat, ça devient grave. Donc, il est clair que, avec le professeur Maurice Kamto, même la surveillance des votes pouvait faire l'objet d'une certaine obstruction en essayant d'apporter des éléments de légitimation du genre, ce sont des fauteurs de troubles, ce sont les tenanciers de l'insurrection, ce sont les Bamileke, c'est le MRC, c'est ceci et cela. Mais là, si on arrive à concrétiser la dynamique en cours, la dynamique qui se peaufine à l'horizon, il est clair qu'il sera difficile pour le régime de dire que c'est une action d'une tribu, de dire que c'est une action d'un parti politique. Il sera difficile pour le régime de faire aux populations de la région, du bloc nordiste, ce qu'il peut faire lorsqu'on se retrouve dans les situations intra-sudistes. Ça devient compliqué. C'est pourquoi j'ai évoqué tout à l'heure le silence du ministre de l'administration territoriale depuis l'élimination de Maurice Kamto, qui ne ressort que maintenant. Pourquoi depuis que les fils du Grand Nord sont engagés, pourquoi depuis qu'ils sont engagés dans des actions de face à face, on n'a pas entendu le ministre de l'administration territoriale? On a eu le cas de Meskin, on a eu le cas de Menganga. Pourquoi il n'est pas sorti? Alors, on peut dire tout simplement que lorsqu'il s'agit des acteurs politiques du Sud, la batterie du Moulinex se met en place. Se met en place. Ou bien fonctionne normalement. Fonctionne normalement. Mais lorsqu'il s'agit des situations dans le Grand Nord, la batterie affiche faible. Donc, vous comprenez pourquoi aujourd'hui, les uns et les autres ont peur que l'OMLE, développé depuis 7 ans par les militants et les sympathisants du MRC, soit transféré à cette population qui est déjà redoutée par l'ogre dominant, parce qu'il n'y a plus possibilité de pouvoir stigmatiser. La preuve en est que tous les communicants de l'hégémonisme étant sont aujourd'hui totalement muets face à la montée en puissance de la dynamique politique nordiste. Est-ce que vous ne trouvez pas curieux que jusqu'ici, des acteurs comme le professeur Maurice, comme le professeur Mathias Owonangini ou Elibi Lobé, jusqu'à présent, n'ont pas encore trouvé un nom pour stigmatiser la base électorale du Grand Nord. Jusqu'à ce jour. Pourtant, ils sont assez prolifiques lorsqu'il faut stigmatiser les militants du Sud, les talibans, les Kamtoto, les ceci et cela. Mais aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde est muet. On prend la chose avec beaucoup de pincettes. C'est parce qu'ils ont compris ce que nous comprenons aussi. Donc, c'est très facile pour le ministre de l'administration territoriale de tenser, de manquer le respect à Maurice Kamto. Mais lorsqu'il s'agit d'un Bello Bouba Maïgari, lorsqu'il s'agit d'un Issa Chiroma Bakari,
il commence à perdre ses mots. Et je crois que, d'une manière ou d'une autre, le système, l'ordre dominant, est en train de comprendre qu'il aurait été préférable de laisser Maurice Kamto, parce qu'avec lui, on pouvait quand même compter sur l'émiettement des voix. Oui. On pouvait éviter l'axe de lutte frontal. On allait avoir un axe de lutte assez tendu, Oui. mais avec des larrons qui allaient venir grignoter les voix. Oh là, ça devient un peu complexe pour le système de Yaoundé. D'accord, merci beaucoup Aristide Mouno. C'est ici qu'on va mettre un thème à cet entretien. Le temps imparti à cette émission est arrivé effectivement à son terme. Merci beaucoup d'être venu, docteur. C'est moi qui vous remercie, Romaric, tout en saluant le travail que vous faites au quotidien depuis des années, que ce soit dans la mise en vitrine des acteurs sociopolitiques, que ce soit dans la défense des intérêts des masses. Et voilà pourquoi nous avons pensé travailler davantage sur le rôle des médias, des acteurs médiatiques. Oui. Ce sont eux qui font et défendent les sociétés, et il faut qu'ils prennent finalement conscience de ce rôle, de ce statut, afin d'influencer les politiques publiques, d'influencer le jeu politique, d'influencer la fabrique même de la matrice intellectuelle de nos sociétés. Parce que si nous autres, nous sommes au devant de la scène, c'est grâce à vous, c'est grâce aux médias. Oui. Ça veut dire que si aujourd'hui vous nous bloquez la visibilité, forcément nous ne serions plus impactants. En tout cas, en ce qui nous concerne, Africa Renaissance TV est un média qui a pour objectif et pour ligne éditoriale de donner la parole à tous les acteurs porteurs d'idées nouvelles et surtout d'idées progressistes. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons également, et ce média vous est ouvert à tout moment. On pourra vous accompagner dans vos activités et vous recevoir quand besoin se fera ressentir. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet autre numéro d'Entretien Vérité sur Africa Renaissance TV. Un autre merci particulier à l'équipe technique qui a travaillé autour de cette émission, chapeautée une fois de plus par Martial Essomba. Continuez de suivre l'actualité sur Africa Renaissance TV, l'ensemble de nos productions, et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, et partagez nos productions massivement et permettez aux autres de le faire également, sans oublier d'activer les cloches de notification. On se retrouve bientôt avec un autre invité avec le même plaisir. À très vite.